Salut les nomades! Alors dans la dernière histoire de mer que je vous ai racontée, il était question d'un voilier de 13 mètres qui s'est fait retourner par une vague gigantesque. Et dans les commentaires est apparu souvent le mot vague scélérate. Alors, qu'est-ce qu'une vague scélérate? Si nous faisions le point. On entend souvent parler des vagues scélérates comme des vagues sévissant dans des zones assez éloignées de nos zones de navigation habituelles. Et pourtant, vous allez voir que c'est loin d'être le cas. Non seulement nous risquons de les rencontrer, mais rares sont nos bateaux conçus et préparés pour une telle rencontre. Heureusement, les scientifiques viennent de percer le mystère de la formation de ces vagues. Connaissant mieux ce phénomène, nous verrons en fin de vidéo qu'il est désormais possible d'éviter ces rencontres. Longtemps considérées comme un mythe, les vagues tueuses ne semblaient uniquement exister qu'au travers de témoignages de marins vite discrédités par les scientifiques. Le premier début de preuve date de 1940. Elle provient d'un cargo qui navigue dans le golfe de Gascogne. Il signale et photographie une vague estimée à 35 mètres de hauteur, qu'il parviendra à prendre par le trois-quarts arrière. Il faudra attendre 1995 pour que l'existence des vagues tueuses soit officiellement reconnue. Le 1er janvier de cette année-là, l'une d'entre elles vint déferler contre la plateforme pétrolière Dropner, dans la mer du Nord. La plateforme étant équipée d'un laser pointé vers le bas et a enregistré une vague de 26 mètres de haut au milieu d'une mer de vagues de 11 mètres 80. Cette preuve tangible a transformé le mythe maritime en réalité. On considère une vague comme scélérate si elle atteint plus de 2 fois la hauteur significative des vagues du secteur. Alors pour rappel, la hauteur d'une vague significative, c'est vous prenez 30 vagues, vous prenez les 10 plus grandes, vous en faites la moyenne et voilà la hauteur significative. Actuellement, la plus haute vague tueuse jamais enregistrée par les appareils faisait plus de 30 mètres. Pour bien comprendre la puissance des vagues, il faut savoir qu'une vague de 3 mètres de haut exerce une pression d'à peu près 6 tonnes au mètre carré. Une vague de 10 mètres de haut exerce une pression de 12 tonnes au mètre carré. Et une vague scélérate de 30 mètres de haut peut exercer une pression allant jusqu'à 100 tonnes au mètre carré. Alors même si nos coques absorbent une partie de cette énergie en dérapant sur l'eau, je vous laisse imaginer l'effet qu'aurait un tel choc sur un équipier resté sur le pont et sur la structure même du bateau. Une autre particularité des vagues scélérates, c'est qu'elles surgissent en tout point du globe, en pleine mer, en eau calme ou durant une tempête. En 1980, lors d'un typhon, le Derbyshire, un cargo de 294 mètres, sombre corps et bien avec l'ensemble de son équipage au large d'Okinawa. En février 1995, au cours d'un ouragan dans l'Atlantique Nord, le Queen Elizabeth II rencontra une vague mesurée à 29 mètres. Le commandant décrit une vague qui ressemblait aux falaises de Douvres, frappant son navire de 345 mètres de long par l'arrière, le faisant surfer comme un dériveur. Au large de la Californie, une vedette a sombré sans faire de victimes. Il y avait peu de vent et une petite houle de moins de 2 mètres quand une vague de plus de 4 mètres a surgi brusquement, balayant le navire de 16 mètres. Dans le golfe du Mexique, durant l'ouragan Ivan, les balises américaines détectent une vague de 27 mètres et les scientifiques estiment qu'il est probable que plusieurs vagues ont dépassé cette hauteur à l'approche de son œil. La Méditerranée n'est pas épargnée par ce phénomène. En 2010, dans le golfe du Lion, le paquebot Louis Majesty encaisse 3 vagues de 9 mètres de haut, venant de nulle part, par un temps maniable, ce qui provoquera la mort de 2 personnes. Maintenant qu'on a la preuve de l'existence de ces vagues hors normes, il reste à comprendre comment elles se forment. Dans les années 50, on pensait que les vagues scélérates étaient le produit de 2 ou plusieurs vagues. Mais c'était un peu trop simple comme explication, non? Si bien que des expérimentations en bassin ont été menées. On a alors remarqué que les vagues ayant des longueurs d'onde courtes se faisaient rattraper par celles aux ondes plus longues et ce faisant, elles formaient bien une seule vague, concentrant une grande quantité d'énergie. Mais ce phénomène ne dure pas longtemps, contrairement aux vagues scélérates qui, elles, perdurent plusieurs minutes. D'autres théories proposèrent ensuite que le gonflement soudain d'une vague pouvait provenir de l'opposition de 2 courants marins. Puis on supposa qu'une vague tueuse se formait à mesure qu'une vague instable captait l'énergie des autres vagues à proximité. C'est en travaillant sur cette hypothèse qu'un groupe de chercheurs percèrent le secret de la formation des vagues scélérates en 2019. Au bout de 25 années de recherche, ils réussirent à créer une mini-vague tueuse. L'étude fut menée dans une piscine circulaire de 25 mètres de diamètre, conçue spécialement pour tester le potentiel des énergies marines.
Les chercheurs y ont soulevé des vagues, mais dans un premier temps, leur hauteur était limitée par leur déferlement, ce qui dissipait leur énergie, les empêchant de grandir davantage. Mais un jour, ils observèrent que lorsque deux fronts de houle se rencontrent avec un angle de 120 degrés, le phénomène de vague scélérate dit de Dropner se produit. Cette découverte a permis de faire avancer les recherches sur la détection préventive de ces monstres des mers. Nous avons vu comment se forment les vagues scélérates et nous savons maintenant qu'elles peuvent sévir sur toutes les mers du monde. Même si les plus hautes d'entre elles apparaissent assez loin de la zone de navigation de la plupart d'entre nous. Il n'en reste pas moins que les plus petites d'entre elles en restent extrêmement dangereuses pour les bateaux de taille modeste. Les mesures effectuées par les scientifiques montrent que la taille et la fréquence des vagues scélérates varient en fonction de certaines conditions. Ils ont observé que les vagues scélérates naissent souvent de l'impact ou de cumul d'une vague née du vent ou du courant, avec une d'origine météorologique, sismique ou en rapport avec la nature du fond. Si les facteurs météorologiques et encore plus sismiques sont encore difficiles à prévoir, des zones marquées par d'importants courants océaniques sont bien connues pour donner naissance à des vagues géantes. Ceux-ci parcourent les océans en tous sens. Ces grands courants sont de deux types: les courants de surface générés par les vents dominants et déviés par la force de Coriolis, et les courants de fond générés par les différences de gradient de température ou de densité de l'eau. On estime à 10% les courants de surface. Quant aux courants profonds, qui sont les plus importants, ils s'assimilent à de véritables fleuves sous-marins dont la cartographie est encore mal connue. Pour compliquer l'évaluation des risques et la prévision de ces vagues, il existe des courants latéraux. Et ces courants latéraux sont tout aussi capables de déclencher une vague géante. Si nous consultons la liste des endroits où ont été observées fréquemment les vagues les plus hautes, c'est sans surprise que nous constatons qu'elles se concentrent dans les zones où les courants sont les plus forts et les tempêtes les plus fréquentes. Des études ont été réalisées dans le cadre du projet européen MassWave pour essayer de relier l'apparition de telles vagues avec certaines propriétés de l'état de la mer. Simulées par un modèle numérique de vagues, les données altimétriques et radars sont alors utiles pour valider les résultats des simulations associées aux accidents. C'est ainsi que l'on a pu vérifier que pour les 2/3 des accidents étudiés, la hauteur significative des vagues était inférieure à 4 mètres. Si un navire a eu des avaries du fait d'une très forte vague, on peut supposer qu'il s'agissait d'une vague scélérate, et noter l'endroit pour essayer de mieux comprendre ce phénomène. Pour le Gulf Stream, c'est au large de la Floride, où il traverse le fameux triangle des Bermudes, qu'il est le plus fort. C'est donc tout naturellement que de nombreuses disparitions de bateaux sont attribuées aux vagues tueuses dans ce secteur. Ensuite, il y a le courant des aiguilles, qui s'écoule le long de la côte est de l'Afrique du Sud vers le sud-ouest. Au niveau du cap des Aiguilles, il repart vers l'est pour former le courant de retour des Aiguilles et continue sa route dans l'océan Indien. Réputé l'un des plus puissants du monde, c'est le secteur du globe le plus exposé aux vagues scélérates les plus hautes que le mauvais temps porte du sud-ouest ou du nord-est. Enfin, le courant Kurosio, courant chaud océanique orienté nord-est le long des côtes est du Japon. C'est dans ce secteur, en 1963, que le porte-hélicoptère français Jeanne d'Arc encaissa 35 degrés de gîte frappé par 3 lames consécutives, estimées entre 15 et 20 mètres de hauteur. S'il y a peu de temps encore, on ne pouvait pas prévoir l'endroit et le moment où l'on risquait de rencontrer une vague scélérate, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Car en comprenant leur mécanisme et en le modélisant, les chercheurs peuvent désormais déterminer heure par heure une zone où le risque de rencontre avec la vague scélérate est probable. Il existe une plateforme météo marine qui propose déjà un pacte vague à risque offrant une information sur la dangerosité des conditions de mer, avec des prévisions à 7 jours, mises à jour toutes les 6 heures. Cette technologie a été développée avec le soutien de la Direction générale de l'armement et a été validée par la Marine nationale. Cette application est pour l'instant plutôt destinée aux professionnels au vu de son prix élevé. Mais on peut imaginer que bientôt, des logiciels de navigation grand public pourront intégrer une fonction avec indice de risque de vagues scélérates. Heureusement, l'immense majorité des plaisanciers ne verront jamais de vagues scélérates de toute leur vie. Et c'est tant mieux, mais le risque est tout de même réel. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les vagues scélérates, à nous d'éviter si possible de naviguer dans des zones et dans des conditions de mer facilitant l'apparition des vagues scélérates.
Il est important d'anticiper cette rencontre en préparant au mieux son bateau pour un retournement éventuel. Je vous conseille de regarder la vidéo qu'on a tournée sur l'aménagement du Nomade où je vous parle de tout ça. Je vous montre notamment la cabine arrière qu'on a aménagée comme coin de repli en cas de retournement du bateau. Alors bien que la force de ces vagues soit capable de couler un bateau de plus de 300 mètres, on l'a vu, je crois qu'il ne faut pas perdre espoir, car il faut se rappeler la fable de La Fontaine, vous savez, le chêne et le roseau. Hein, le chêne correspond à ces bateaux énormes qui résistent, qui ont une force d'impact énorme, qui du coup se brisent. Mais nous, avec nos petits bateaux, on aura tendance à faire un peu machine à laver, et finalement, on a peut-être plus de chances de s'en sortir. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à me laisser des commentaires pour me poser des questions éventuellement, mais également pour me proposer des sujets pour les prochaines vidéos, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui pourrait vous plaire. Si vous voulez également encourager la chaîne et la booster, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter superbe navigation pour ceux qui n'ont pas encore désarmé, et je vous dis à bientôt.